Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Elle prend quelques heures de son précieux temps pour venir nous rencontrer dans nos studios de Macamic et ainsi informer toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue et, entre parenthèses, peut-être un peu plus celle de l'Abitibi-Ouest, et surtout essayer de sécuriser cette population. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir et grand honneur également, je reçois la présidente directrice générale du CIS Abitibi-Témiscamingue, Mme Caroline Roy. Madame Roy, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Madame Roy. Je vous le dis, merci de prendre quelques heures de votre précieux temps. Je sais que vous avez un agenda excessivement chargé, puis de vous présenter dans nos studios à Macamic, partir de Rouen, bien là, vous laissez 3 heures de votre temps ici chez nous, puis c'est très apprécié et je vous remercie infiniment. Bien, ça me fait plaisir. Puis c'est important pour moi d'être ici parce que, je le dis souvent, on est au service de notre population. Puis quand la population veut des réponses, bien, c'est important d'écouter puis de répondre. Donc, c'est ce que je viens faire ici avec vous. Merci de m'accueillir puis de me permettre cette opportunité. Ça me fait grand plaisir. Nous, on vous donne 28 minutes 30 secondes pour exprimer à la population. Et c'était une petite parenthèse. Et je n'en veux pas à RNC Média pour ça, absolument pas. Ils sont minutés. Nous, on l'est, mais on a juste une seule invitée et c'est vous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, encore une fois. Et vous me voyez venir. J'en suis persuadé. L'Abitibi-Ouest craint beaucoup. Il y a des sceptiques qui disent, bon, ça ne se construira pas. D'autres, oui. D'autres, ça fait 20 ans qu'on entend toutes sortes de choses. Moi, je me fais comme apostropher, puis très souvent pour me dire, bon, mais si tu reçois Mme Roy, il demanderait-tu? Bon, on est rendu là. Oui, les questions vont porter sur l'agrandissement ou la construction du nouveau CHSLD de Macamic. Mme Roy, pour sécuriser la population macamicoise, la population d'Abitibi-Ouest également, où en est rendu ce fameux dossier? Je m'attendais à la question. Je suis contente que vous me la posiez parce que vous avez raison. Je pense que la population a besoin d'être rassurée. Puis, avant de vous dire exactement où on en est, ce que je tiens à dire, c'est que c'est un des dossiers qui est prioritaire, même pour le gouvernement en place actuellement. Puis, je l'ai dit à tous les acteurs concernés, mais on a eu la confirmation dans les derniers mois qu'il y a quelques dossiers prioritaires immobiliers ou d'infrastructures importantes au Québec actuellement qui sont en version accélérée, en accompagnement de chacun des établissements, chacun des ministères. Et le CHSLD de Macamic en est un. C'est un dossier qui est important pour nous, qui est important pour le ministère, pour le gouvernement, puis on le sent bien parce que présentement, le gestionnaire de ce projet-là, c'est la Société québécoise des infrastructures. Nous, on est un partenaire, mais on sent bien l'accélération qui est donnée puis la volonté de continuer rapidement à faire cheminer le dossier. Où on en est actuellement, bien, j'ai une belle nouvelle parce qu'en date du 18 février dernier, on a eu la confirmation à la fois de la Société québécoise des infrastructures et du ministère de l'avis de recevabilité immobilière. Donc, ça, c'est un bien grand mot, mais qui veut dire qu'on a l'autorisation au niveau des espaces, des surfaces, des besoins qui ont été exprimés en lien avec ce 96 lits-là supplémentaires qui sera construit dans une bâtisse neuve, adjointe, là, adjacente et reliée à la bâtisse existante. Et donc, la confirmation que notre projet, notre plan, avec les surfaces et les besoins, est conforme à ce qui est attendu. La prochaine étape, c'est l'analyse du projet immobilier. Là, ça, c'est l'analyse d'identifier finalement l'architecture ou l'infrastructure requise, le nombre d'étages requises aussi pour construire cette bâtisse-là, qui, il faut se le dire, va être plus grande que celle qui est existante actuellement. Okay. Donc, le portrait de ce terrain-là, avec les bâtisses qui vont être sur le terrain, va vraiment changer. Parce que, excusez, vous me dites que la bâtisse à construire sera plus grande que ce que l'on voit actuellement? Exactement. OK. Oui, donc c'est vraiment un 96 lits. À l'intérieur de cette bâtisse-là, c'est 82 personnes avec un profil, là, personnes âgées en grande perte d'autonomie. Oui, Puis, on a une unité vraiment spéciale, puis c'est un privilège là, d'avoir ça en région à l'intérieur de la bâtisse ici qui va être à Macamic. Une unité particulière pour les personnes qui ont des troubles, souvent de déficience intellectuelle, combinés à des troubles santé mentale, des troubles graves du comportement. Actuellement, en région, on n'a aucun endroit pour ces gens-là. Donc, c'est une unité régionale de 14 places qui va être construite à même la nouvelle bâtisse également.
Fait que le dossier chemine, le dossier avance, il est priorisé, il fait partie du Programme québécois des infrastructures et j'ai la confirmation à toutes les fois qu'on rencontre le comité directeur, qui est composé de la Société québécoise des infrastructures, mais aussi du ministère, qui est encore une priorité, puis oui, qu'il va se réaliser. Donc, présentement, projet d'analyse immobilière pour avoir complété tout ça là, en septembre et octobre et faire finalement les plans et devis à partir de ce moment-là. Donc là, c'est réellement le dessin de la bâtisse qui va se faire à ce moment-là pour un début de construction là, l'année prochaine. Alors, on parlerait d'un début de construction 2022. Oui. Est-ce que d'ici 2022, on aura des traces sur le terrain? C'est possible, mais présentement, on n'a même pas la surface du terrain que ça va prendre pour la bâtisse, donc je ne peux pas vous le confirmer, mais c'est clair que la construction va débuter en 2022. Parce qu'il y a une chose, lorsque l'on parle, que l'on parle de Val-d'Or, que l'on parle de Rouen, que l'on parle de la Maison des aînés à Palmarol, on en a des nouvelles, là, disons... grosso modo, peut-être pas régulièrement, mais quand même. On a un certain son de cloche à l'occasion. Et lorsqu'on arrive sur le projet de Macamic, c'est silence radio. Là, je suis content parce que là, on vient d'ouvrir la radio. On vient d'avoir du son là, sur la radio. Puis c'est ça parce que il ne faut pas s'en cacher. Il y a eu au moins, je n'ai pas sorti les notes, mais je dirais 5 élections depuis que ce projet-là est en marche, début des années 2000. Et on est à se demander, 2022, 3 octobre 2022, élection provinciale. Est-ce que ce sera encore une autre promesse électorale ou un autre engagement? J'espère que non. Bien, en fait, c'est un projet qui est même associé à la sécurité pour la clientèle qui est hébergée. Puis ça, le ministère et le gouvernement en place, ils l'ont bien compris. Actuellement, c'est une bâtisse où on choisit de faire une construction adjacente parce que les lieux actuels ne nous permettent pas de se conformer aux différentes normes puis d'assurer un milieu le plus adéquat, approprié pour la clientèle qui est hébergée. Donc, à partir du moment où on se dit ça, ce n'est pas un projet qu'on peut mettre sur la glace ou qu'on peut retarder encore, c'est important d'agir vite. C'est pourquoi on entend parler différemment du projet de CHSLD de Macamic, des autres projets de Maison des aînés, comme vous les avez nommés, celles qui s'en viennent là, à Palmarol, à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or, c'est que le cheminement est différent. Parce que là, on est vraiment dans une construction adjacente pour le CHSLD, un 96 places, avec un modèle différent qui se relie à une bâtisse existante, donc qui est différent d'un projet de Maison des aînés plus régulier qui va partir de rien puis qui va se construire. D'ailleurs, vous m'amenez sur le sujet de Maison des aînés. Oui. En fait, vous allez nous entendre dans les prochains mois probablement nommer la Maison des aînés de Macamic. Parce que dans la volonté, avec cette nouvelle infrastructure-là, ne vous attendez pas à retrouver une bâtisse avec des longs corridors puis avec des chambres de chaque côté. Le concept est conçu sur le concept de Maison des aînés. Donc, toute l'architecture, toute la façon de présenter les chambres ou la circulation dans la nouvelle bâtisse va être vraiment sous la forme d'une grande Maison des aînés de 96 places. Donc, vous allez entendre, puis vous allez nous entendre parler de Maison des aînés de Macamic. Graduellement, le mot va changer, mais il s'agit bien de notre CHSLD. Parce qu'il y avait un certain problème, selon M. Marc Bergeron, pas pour dire Marc Bergevin, mais non, lui, il n'est pas ici. Marc Bergeron. Puis, c'était le fameux 14 lits qui semblait être un problème. Autrement dit, je ne sais pas si je m'exprime bien, le dossier n'était pas dans la bonne case avec ce 14 lits. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est réglé? Vous semblez nous dire oui. Bien, oui. Oui, aujourd'hui, avec l'avis de recevabilité qu'on a eu le 18 février, oui, cet aspect-là est réglé. Notre Maison des aînés de Macamic, elle est particulière parce que oui, il y a 82 places qui sont régulières qu'on trouve habituellement dans les CHSLD comme on les a ailleurs. Mais il y a ce fameux 14 places-là qui est différent pour une clientèle différente. Donc, ce qu'on appelle, nous, le plan clinique, la façon dont on va agir, intervenir, puis qu'on doit dessiner aussi l'environnement physique de cette unité-là qui va être isolée des autres, qui va être particulière pour une clientèle spécifique,
Bien, normalement, on ne retrouve pas ça dans une maison des aînés ou un CHSLD régulier. Donc, notre projet devait cheminer à la fois pour démontrer le besoin puis la façon dont on veut avoir les unités pour nos 14 places personnes là, à déficience intellectuelle, santé mentale, mais à la fois le 82 places pour personnes âgées. Fait qu'on est comme dans un concept qui n'existe pas, qu'on devait créer, mais pour lequel on avait eu l'autorisation d'aller de l'avant avec les 96 lits. Ça, c'était confirmé depuis déjà 2020. Mais la façon de le mettre ensemble et en plus de le relier à une bâtisse existante, bien ça, c'était complètement nouveau. Fait que oui, ça a créé un peu plus de travail pour les équipes, mais ce n'était pas une contrainte directement, mais ça nécessitait un peu plus de travail pour démontrer que oui, on jumelle ça ensemble et voici comment on prévoit le faire, puis voici comment ça va se relier à la bâtisse existante avec le système électrique, avec les cuisines. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est toute cette logistique-là. Parce qu'on va se servir de l'équipement du centre hospitalier que nous avons actuellement, mais qui date de 70 ans et plus. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas là, réaménager cet édifice-là. Il faut en construire un autre. Exact. Puis, il y a une mise à niveau pour certains éléments de soutien. Vous l'avez nommé, l'électricité, les services alimentaires. Là, tout ça doit être mis à niveau pour s'assurer qu'on va bien alimenter la nouvelle bâtisse qui va se concentrer vraiment à héberger les gens, donc avec des salles communes, des salles pour la clientèle, mais tous les services de soutien comme les services d'alimentaire, la buanderie, tout ça va venir de la bâtisse existante. Puis la bâtisse existante, ça va nous permettre de l'utiliser autrement pour d'autres services. Est-ce qu'il y a des plans pour la bâtisse déjà existante? Il n'y a pas de plan formel encore parce qu'on attend de voir le début de la construction. Puis après ça, là, on va mettre nos comités de travail pour la bâtisse existante. On va en faire un pour commencer. Après ça, oui. On retravaillera l'autre. Oui, mais en fait, ce qui est clair, c'est que ce ne sera pas de l'hébergement parce qu'on ne serait pas aux normes pour l'hébergement permanent. Par contre, dans mon objectif là, de vouloir avoir des spécialités un peu partout en région, puis je l'ai déjà dit, on en veut dans chaque territoire d'MRC. Bien, pour Macamic, vous avez déjà l'unité régionale au niveau de l'URFI qu'on appelle, là, notre unité de réadaptation fonctionnelle intensive, qui est régionale. Donc, une spécialisation en réadaptation, elle est ici en Abitibi-Ouest. Je veux la renforcer, je veux qu'on aille plus loin, donc avoir des locaux pour faire de la réadaptation, probablement bonifier aussi le nombre de lits de cette unité-là. Fait qu'on va pouvoir avoir une spécialisation au niveau de la réadaptation, puis de tous les spécialistes qui sont concernés par la réadaptation de la population régionale au sein de la nouvelle bâtisse. Donc, ça, c'est clair que ça va être une utilisation qu'on va faire. On a besoin de plus de locaux. On va pouvoir s'étendre. C'est donc dire qu'il ne faudrait pas être surpris dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que Macamic devienne une maison des aînés. Exactement. Mais ça ne change pas. Parce que là, il y en a qui vont dire, et j'aurais été peut-être le premier à le dire si je n'avais pas été au courant, comme vous le faites actuellement, de dire, bon, ils viennent encore de tout changer ça. On va recommencer en neuf encore une fois, mais ce n'est pas ça. Pas du tout. Puis, ce sera notre première très grande maison des aînés en Abitibi-Témiscamingue, un concept comme ça avec 96 places sous forme de maisonnée, là, donc d'unités composées de 8, 10, 12 usagers qui circulent au sein d'une même unité. Donc, on parle plus de 32 personnes qui sont dans un corridor. C'est vraiment des concepts qui ressemblent beaucoup plus à une approche familiale, un environnement là, qui se rapproche plus d'un domicile tel qu'on le connaît. Fait que vraiment, ça va être, je suis convaincue que ça va être une très belle bâtisse, là, puis où les gens vont avoir un bon service et un bel environnement. Est-ce que la collaboration de la Ville est essentielle dans un pareil dossier? Essentielle. Essentielle. Elle va bien aussi? Oui, puis même, on a des membres de la communauté puis de la municipalité qui sont sur nos comités de travail parce qu'on trouvait ça important, d'un, qu'ils soient bien informés, qu'ils puissent partager aussi l'information, mais aussi qu'ils puissent contribuer parce qu'il y a parfois des enjeux qui peuvent se présenter là, en lien avec soit des services à rendre directement en lien avec le terrain. Mais dans les prochains mois aussi, ce qui va être important, c'est de quelle façon on va vouloir faire vivre cette maison des aînés-là parce que c'est un lieu de résidence, c'est pas fermé, les gens peuvent venir pour faire des activités. On a beaucoup d'activités de bénévolat déjà qui sont là, mais il y a une possibilité de faire vivre cette maison des aînés-là avec les résidents qui y sont. Puis là, vraiment, la contribution de la communauté, certains organismes ou autres, va être souhaitée et attendue. Et il y aura des locaux pour permettre ça aussi. La question qui tue, qui est ma dernière question sur ce projet-là, qui va devenir une réalité, j'en suis persuadé. Si je vous demandais du mieux que vous pouvez répondre, parce que c'est encore là, c'est vague, mais l'échéancier, si on parle là, on est en février, mais l'émission passe le 3 mars, on est le 3 mars 2021. Si on y allait
êtes-vous capable de nous donner quelques échéanciers, à savoir, à partir d'aujourd'hui, du mois de mars 2021, quels seraient pas les dates, mais les mois cruciaux? Bien, en fait, l'étape là, qui est en cours au moment où on se parle, c'est vraiment l'analyse immobilière avec la détermination de l'architecture, de la surface des locaux, de comment les locaux doivent être placés, comment on relie à l'ancienne bâtisse. Donc, tout ça prend environ 3-4 mois. Donc, on peut se dire jusqu'en juin, jusqu'à l'été. Ensuite, on dépose tout ça au ministère, puis on attend la confirmation des coûts associés, estimés à ce projet-là, confirmation du financement, qui ne sera pas un enjeu dans notre situation, puisqu'on a la confirmation là, que c'est un projet en accélération, déjà au Programme québécois des infrastructures, donc probablement quelques semaines. Puis, ce qu'on se dit, c'est qu'à l'automne, on va être vraiment dans les plans et devis. Donc, on aura fait un appel d'offres pour les professionnels, et là, on est en train, à ce moment-là, de dessiner la bâtisse. Okay. Fait que là, c'est très concret. On dessine la bâtisse à ce moment-là pour, comme je vous dis, peut-être quelques marques sur le terrain à l'automne où, puis on sait, nos conditions hivernales ne nous permettent pas de construire en plein hiver tout le temps. Mais sinon, ça va aller en 2022, là, où on aura. Ça veut dire qu'on est sur la planche à dessin à partir de tard l'automne 2021, possiblement appel d'offres pour la bâtisse qui pourrait se situer au printemps 2022. Exactement. Puis, ce sera un bon moment quand je parle aux équipes là, au niveau des projets au sein de notre organisation. Présentement, avec les coûts aussi, puis toute la grande effervescence là, au niveau des projets d'infrastructure immobilier au Québec, ce sera un bon moment, au moment de l'hiver, là, puis début printemps, de pouvoir faire des appels d'offres pour des constructions. Alors, vous nous éclairez. On va... Là, il me semble que Capitaine Bonhomme qui disait que les sceptiques seraient confondus UU. J'ai Oui. l'impression que là, les sceptiques, là, on ne peut pas avoir meilleure réponse que Mme Roy. Donc, on espère. Puis là, il y a la lumière au bout du tunnel pour cette construction-là. C'est une construction nouvelle agencée à l'hôpital déjà, oui. Au centre hospitalier déjà existant. Exactement. Donc, on va continuer, Mme Roy, à suivre le dossier, non pas pour vous prendre en défaut, absolument pas, mais pour voir l'évolution, parce que là, on sent vraiment que, même si ce n'est pas rendu public, mais on sent quand même que les choses avancent et les choses fonctionnent. Ah oui, puis avec l'avis de recevabilité immobilière qu'on a eu le 18 février, là, pour nous, c'est un pas important parce que c'est confirmé. Là, on va de l'avant avec notre concept, avec les besoins de notre clientèle en région, puis plus particulièrement ici en Abitibi-Ouest. Et je répète une autre fois, quand on va entendre parler de la Maison des aînés de Macamic, on ne panique pas. C'est notre CHSLD, version nouvelle. Version nouvelle, exactement. Donc, on ne panique pas, puis on ne part pas en grande en disant, bon, il recommence encore, non. Parce que ça fait 20 ans au-dessus. Merci pour ces éclaircissements-là, Mme Roy. Mais il y en a un autre aussi, à Palmarol. Alors, il ne faut pas non plus délaisser ce dossier-là. La même question, où en est rendu le dossier pour la Maison des aînés à Palmarol? Maison des aînés de Palmarol sera une maison de 24 places. Okay. Donc, confirmée aussi en projet d'accélération. Donc, on chemine bien, tout comme la Maison des aînés de Rouyn-Noranda et la Maison des aînés de Val-d'Or. Prochaine étape pour Palmarol, achat du terrain. Donc, terrain a été confirmé. Les validations sont faites au niveau de toutes les affaires juridiques là, des différents parties concernées. Je suis sur le point dans les prochains jours de faire la signature là, de la promesse d'achat de notre côté pour être capable de faire l'achat du terrain. Donc, lui, il est dans un cheminement un peu plus régulier au niveau des maisons des aînés avec des concepts là, déjà bien établis. Je le dis des fois à la blague, mais les maisons des aînés au Québec, ce qui est bien, c'est comme un peu des petits kits IKEA. Fait qu'on a un concept, puis on applique le concept. Donc ça, c'est facilitant parce que ça évite beaucoup de délais supplémentaires. Puis vraiment, là, l'objectif, c'est une livraison de nos 3 maisons des aînés pour 2022. Fait que présentement, ça chemine dans chacun des 3 projets avec des appels d'offres qui vont se succéder. Puis il y aura du travail suffisamment pour plusieurs contracteurs, plusieurs professionnels en région parce qu'il y a beaucoup de projets. Mais c'est Espérons vraiment... qu'ils seront au poste, par exemple, parce que la main-d'œuvre, elle est de plus en plus rare. Puis, mon Dieu, oui. En tout cas, espérons-le, parce que c'est là le parallèle à faire, si on comprend bien. Palmarol, 24 unités. Macamic, Maison des aînés également, mais là, on tombe là avec
84, 96. 96, oui, si on additionne le 14. Alors, c'est pour ça que là ça devient nouveau, très nouveau à Macamic. Oui. Et c'est le concept habituel, normal pour Palmarol. Oui. À plus petite échelle, des maisons des aînés de 24 places au Québec, il y en aura très peu. Fait que on tend à les faire plus grosses. On tend à les faire plus grosses, des 48 places et plus. Plusieurs 96 places qui vont se construire au Québec avec l'engagement du gouvernement tel qu'il l'a fait. Mais vraiment, là, on aura la chance d'avoir notre maison des aînés de 24 places à Palmarol. Clientèle âgée, beaucoup de clientèle avec des troubles cognitifs, donc avec des symptômes aussi comportementaux liés à leur démence, avec des unités. C'est toujours le même concept. Les maisons des aînés, c'est des beaucoup plus petites unités, des aires de circulation très limitées pour les résidents, avec un environnement qui ressemble davantage à un domicile. On ne voit pas de poste d'infirmière, on ne voit pas non plus d'aire médicale ou autre. Là, fait qu'on se sent beaucoup plus dans un environnement résidentiel avec des repères qu'on peut y retrouver. Une question comme ça, Palmarol va se construire, Macamic va se construire. On est en pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Comment allez-vous faire, même si c'est dans 2-3 ans d'ici, comment allez-vous faire pour être certain qu'il y aura assez de personnel à la santé pour être dans pour prendre soin de ces deux bâtisses-là, des bénéficiaires à l'intérieur? L'enjeu de main-d'œuvre est majeur. Vous faites bien de le nommer parce qu'on a ces références-là régulièrement qui nous sont apportées. Vous le savez, présentement, on est déjà en situation de pénurie, puis il va falloir bonifier nos équipes pour justement bien combler les besoins dans ces nouvelles maisons-là. À Macamic, c'est certain que c'est un déplacement des usagers, donc on a un déplacement aussi de la main-d'œuvre parce que c'est une reconstruction à côté, mais il y aura quand même des besoins supplémentaires. Palmarol, c'est réellement des besoins supplémentaires. Présentement, le ministère est bien au fait des besoins, puis des nouveaux besoins, parce que le gouvernement en place a annoncé 2600 nouvelles places en maison des aînés, là. Donc, ça prend le personnel. Les plans de main-d'œuvre sont faits aussi. Donc, on a, nous, une projection pour les prochaines années de la main-d'œuvre dont on aura besoin. Puis, la courbe démographique joue contre nous. Donc, le remplacement de notre main-d'œuvre est déjà un défi et là, il va falloir le bonifier. Les stratégies vont au-delà de ce que nous, on peut faire comme région ou comme organisation. Évidemment, on est en partenariat avec plusieurs partenaires, avec, entre autres, le Cégep d'Abitibi-Témiscamingue et l'Université du Québec, parce qu'on a une production du bassin de main-d'œuvre qui se fait quand même en région. Mais on a plusieurs types d'emplois, plusieurs formations qui proviennent de l'extérieur, qui sont formés à l'extérieur. Et on n'a pas suffisamment de jeunes, de toute façon, en région pour combler les besoins. Fait qu'il faut, oui, faire des partenariats avec d'autres maisons d'enseignement, attirer des gens du Québec, ici, en région, mais il faut attirer des gens à l'international. Beaucoup de missions puis d'activités sont prévues à l'international, étaient prévues avant la pandémie, sont vraiment ralentis dans le contexte actuel. Fait qu'on n'a pas pu aller autant qu'on le souhaiterait dans des missions, mais ça va être une des clés, là, vraiment de viser l'international. Puis, dans les titres d'emploi prioritaires pour lesquels on aura des missions là, dès qu'on le peut, de façon plus accentuée au niveau de l'international, le secteur de la santé a été identifié comme un des secteurs prioritaires par le gouvernement. Fait que vraiment, là, ça va être une des clés qu'il va falloir utiliser. Parce que déjà, il y a pénurie de main-d'œuvre dans la construction. Fait que ça peut être un problème aussi, parce qu'on le sait, on veut construire, mais on manque de main-d'œuvre spécialisée surtout, que l'on manque. Et si on manque de main-d'œuvre également à l'intérieur des bâtisses, un coup que ces bâtisses-là seront construites, mais là, ça devient majeur. Oui. Puis, vous l'avez vu, je pense que le réseau de la santé est bien capable de prioriser ses activités. Le contexte de la pandémie nous l'a bien démontré. Fait qu'en contexte où on sera en pénurie, puis que c'est possible qu'on ait ces maisons-là en supplémentaire, finalement, à notre bassin actuel au niveau de l'hébergement, bien, on saura bien se réorganiser puis prioriser là, pour s'assurer de rendre un bon service à la population. L'enjeu de main-d'œuvre va être là. Je ne le cache pas, puis je pense qu'il faut se le dire. Mais on a été capable de démontrer jusqu'à présent
présent, puis je vous le dirais même en contexte de pandémie, notre capacité à être créatif, à se mettre en collaboration au sein de notre société, puis de maintenir nos services. Puis quand je mentionne ça, bien, présentement, l'Abitibi-Témiscamingue, malgré la pénurie de main-d'œuvre, malgré notre situation pandémique, on est la région où on a fait le moins de délestage, puis la moins diminution de services à notre population dans le contexte. On est la région qui a pu maintenir l'ensemble des services, mais ça, c'est pas sans effort des équipes. Ah, mon Dieu, puis sans effort des partenaires aussi, parce qu'on a eu plusieurs gens de l'extérieur qui sont venus nous prêter main forte puis qui veulent que ça fonctionne. Je suis convaincue qu'on va y arriver encore dans les prochaines années. Un dernier bloc de questions, parce que, mon Dieu, il reste à peine 4 minutes seulement. La vaccination en région. Là, on sait que ça s'en vient. Les vaccins rentrent et c'est à partir de mars, on se supposait rentrer jusqu'à 444 000 par semaine, si ma mémoire est fidèle. Alors, l'Abitibi-Témiscamingue est dans ça, j'en suis persuadé. Comment ça va? Avez-vous une idée comment ça va fonctionner exactement? Oui, en fait, la vaccination se fait par groupe prioritaire. Présentement, tous nos résidents employés de CHSLD qui le souhaitaient ont été vaccinés, ceux en ressources intermédiaires, en résidence privée pour aînés, et les HLM, si ce n'est pas complété au moment où l'émission est actuellement diffusée, on est sur la fin. Donc, ces groupes prioritaires-là, et incluant les travailleurs de la santé dans une clientèle prioritaire visée, là, donc pas tous les travailleurs de la santé, mais certains, ont été vaccinés. Prochaine catégorie, 80 ans et plus. Catégorie qui va suivre, 70 ans et plus. Notre ligne de temps actuelle nous dit qu'à la fin mars, toutes les personnes de 80 ans et plus de l'Abitibi-Témiscamingue vont être vaccinées. Okay. Puis, par la suite, on va continuer à cheminer comme ça jusqu'à être capable de vacciner la population, faire un appel à la population adulte dans son ensemble, probablement au mois de juin. Okay. La façon dont ça va fonctionner, à partir du moment où on est rendu à votre catégorie, le gouvernement vous envoie une lettre à la maison, vous dire c'est votre temps pour vous faire vacciner. Donc, voici le numéro de téléphone unique au Québec pour vous inscrire ou vous inscrire en ligne directement. Puis, c'est vraiment ce qu'on favorise. J'invite toutes les personnes qui ont accès à Internet de vous inscrire en ligne. C'est ce qui va être le plus simple. L'influenza, ça va tellement bien, ça lisse en ligne. C'est exactement le même site. C'est Clic Santé. Donc, vous allez sur Clic Santé et vous allez voir, là, on va déjà diffuser dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait, toute l'information pour pouvoir s'inscrire en ligne. Les gens vont choisir leur territoire d'MRC. Puis, si on est dans le moment où on vaccine leur groupe visé, ils vont pouvoir s'inscrire puis avoir leur rendez-vous de vaccination. Et deuxième dose, 12 semaines après. Donc, vraiment, 12 semaines après votre première dose, vous allez déjà avoir votre rendez-vous pour vous faire vacciner avec votre deuxième dose. Une dernière question, parce qu'il reste à peine 2 minutes. Est-ce que la vaccination va se faire dans différents endroits ou bien non? Comme Abitibi-Ouest, est-ce que ça va être un seul endroit où il va y avoir des pôles à ça? On a 5 sites à haut volume au sein de la région qui vont se déployer, qui sont en train de se déployer au moment où on se parle. En Abitibi-Ouest, c'est à La Serre, une salle communautaire qui est derrière l'église dont j'oublie le nom. Saint-André. Saint-André. Donc, c'est le site à haut volume où on va être capable de vacciner là, à plus de 6 vaccinatrices au même moment en respect de toutes les règles. On est capable de vacciner 7 jours sur 7, donc à haut volume. Puis, on va inviter les gens à se présenter directement sur place. Madame Roy, merci infiniment. Mon Dieu que c'est intéressant de vous entendre parler parce qu'on a l'heure juste. Puis, c'est un plaisir pour moi. Croyez-moi que c'est réciproque. Et puis, s'il y a d'autres dossiers qui cheminent encore, ça va nous faire excessivement plaisir de vous recevoir à nouveau. Puis j'aime votre franchise, puis vous aurez toujours une place ici pour informer la population parce que cette émission-là, de On s'en parle, c'est une émission pour informer la population et vous le faites tellement bien. Je vous remercie d'avoir pris tout ce temps pour informer les gens. C'est vraiment très apprécié. C'est un privilège pour moi. C'est vraiment une belle opportunité que vous me donnez. Donc, ça va me faire plaisir de me présenter de nouveau pour faire le suivi de tous nos dossiers. On va sûrement se revoir au printemps, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, madame. Mais merci à vous. Bonne journée. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.